Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je déclare donc la séance d'installation du conseil municipal ouverte. Je vous propose de nommer Madame Christiane Vallée pour remplir les fonctions de secrétaire pour cette séance. Acceptes-tu, Christiane, s'il te plaît? Je t'en remercie. Je vais à présent vous donner la liste des conseillers élus à l'issue du scrutin du 15 mars dernier. Je vais vous les donner dans l'ordre. Donc, Larieux Pierre, Descotes Isabelle, Maréchal François, Martin Amandine, Macon Michel, Pérol Véronique, Jacan Éric, Mercier Géraldine, Biello-Kopitov Mathieu, Vorès Isabelle, Fromentin Didier, Duperrier Agnès, Gomez Patrick, Roux Marianne, Cloupet Stéphane, Berthet Jacqueline, Venet Dominique, Viola Lydia, Saint-Pierre Jérôme, Vallée Christiane, Rognard Sébastien, Dubois Stéphanie, Janet Fabien, Biénard Jacques, Canard Françoise, Baudin Simon et Combi Marguerite. Ainsi sont déclarés installés dans leurs fonctions les membres du conseil municipal de Villars-les-Deux. Conformément à l'article L2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. À cette fin, je vais donc passer la parole au plus âgé, mon cher Michel, pour que tu puisses assurer la présidence de l'Assemblée. Je te remercie. Merci. Merci pour écouter, c'est un honneur de présider cette Assemblée. Quelques instants. Oui, oui, je vais peut-être enlever le micro. Ah oui. Donc, pour commencer déjà, je vous signale que ce conseil municipal se déroule à huis clos. Voilà, c'est qu'on veut rappeler. Maintenant, je voulais effectivement dire. Michel? Oui. Oui, il faut voter. Je voulais simplement dire que je suis touché de pouvoir de présider cette séance, la première séance du conseil municipal pour l'élection du maire. Ah, il faut voter. Bon, on va voir quoi je poursuivre. Donc, suite à ce que je vous ai dit auparavant, donc maintenant je vous propose de voter le micro. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, adopté. Donc avant de procéder à l'élection du maire, il convient de désigner parmi les membres présents 2 assesseurs qui seront chargés des opérations de dépouillement. Donc qui parmi vous se porte volontaire? Je vous propose de désigner les plus jeunes de l'Assemblée parmi les 2 listes des élections, Madame Dubois Stéphanie et Monsieur Baudin Simon. Est-ce que qui est contre? Y a-t-il d'autres candidats? Qui s'abstient? Oui. Y a-t-il d'autres candidats? Oui. Il n'y aurait pas d'autres candidats. Donc maintenant, je vais laisser la secrétaire procéder à l'appel nominatif des membres du conseil. Et merci de répondre présent à l'appel de votre nom. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors. Plus fort, plus fort, plus fort. Larieux Pierre. Présent. Dubois Isabelle. Présent. Maréchal François. Présent. Martin Amandine. Présent. Macon Michel. Présent. Pérol Véronique. Présent. Jacan Éric. Présent. Mercier Géraldine. Présent. Biello-Kopitov Mathieu. Présent. Vorès Isabelle. Présent. Fromentin Didier. Présent. Duperrier Agnès. Présent. Gomez Patrick. Présent. Roux Marie-Anne. Cloupet Stéphane. Présent.
Berthet Jacqueline. Présent. Venet Dominique. Présent. Viola Lydia. Présent. Saint-Pierre Jérôme. Présent. Vallet Christiane. Présent. Rognard Sébastien. Présent. Dubois Stéphanie. Présente. Jeannette Fabien. Présent. Liénard Jacques. Présent. Canard Françoise. Baudin Simon. Présent. Combi Marguerite. Absente, donne procuration à Françoise Canard. Ok. Donc les conditions de quorum fixées à l'article L221-21 sur 17 du Code général des collectivités territoriales sont remplies. Nous allons pouvoir procéder à l'élection du maire. Donc je pose la question, quels sont les candidats? Je suis candidat. Merci. Donc, y a-t-il, Pierre Larieux est déclaré candidat, y a-t-il d'autres candidats dans la salle? Bon, on va passer à la suite. Hein. Les assesseurs que normalement vont être en place ce soir de la table de vote, c'est ça? Dans leur. C'est ce qui m'a été dit. Voilà. Donc, vous disposez du bulletin vierge, les petits formats. Vous pourrez inscrire le nom et le prénom du candidat de votre choix parmi les membres du conseil avant de glisser dans l'enveloppe à votre disposition. Donc, les assesseurs passeront parmi vous afin que vous disposiez votre enveloppe dans l'urne. Vous pouvez également décider de ne pas participer au vote en l'annonçant à votre tour. Après le vote du dernier conseil municipal, les assesseurs procéderont au dépouillement des bulletins de vote. Donc je vous invite à procéder au vote.
Blanc 4, je répète donc les 23 Pierre Larieux, c'est ça. Donc je considère que le vote est valable et je pense que Pierre Larieux est élu maire de Villard-les-Grands au premier tour du scrutin, avec la majorité. Merci. Merci à tous. Non, vous n'êtes pas député. Non, c'est là, voter, c'est le bleu. Non, non, c'est bien comme ça. Ça vous prie. C'est vrai que c'est pas évident. Ouais. C'est bien. Oui, c'est vrai.
merci aux assesseurs. Et bien, écoutez, je vais quand même vous lire quelques mots à l'issue de cette élection. Dont vous venez donc m'élire votre maire pour les 6 prochaines années. Évidemment, je vous en remercie vivement à tous. C'est pour moi un très grand honneur d'assurer cette charge, même s'il s'agit d'un second mandat, la fierté d'assurer à nouveau cette responsabilité toujours présente. Je tiens à remercier évidemment très sincèrement le conseil municipal, à vous remercier à tous pour la confiance que vous venez de m'accorder. Je m'engage devant vous à mettre tout ce que je pourrai, tout le dynamisme et la rigueur nécessaire à l'intérêt de notre commune. Alors 6 ans, c'est long. Un mandat de 6 ans, c'est long. Mais c'est court à la fois lorsque l'on mène des projets ambitieux pour sa commune. Pouvoir continuer une politique communale au-delà d'un seul mandat, c'est aussi une chance, car il n'y aura pas de période de transition, puisque un certain nombre de dossiers sont déjà maîtrisés, la connaissance du fonctionnement de la collectivité l'est pour un certain nombre d'entre nous. Donc effectivement, ça reste un avantage pour les élus que nous sommes. Alors dès aujourd'hui, j'invite les anciens élus à accueillir les nouveaux et à leur apporter tout l'éclairage nécessaire pour avancer collectivement. Alors je sais que les premiers mois, on l'a vécu il y a 6 ans, les premiers mois seront toujours assez compliqués. C'est la découverte d'un nouveau monde, de la réglementation, des procédures, des méthodes de fonctionnement, les commissions, le conseil municipal, les conseils communautaires et autres participations à des syndicats. Mais rassurez-vous, ce n'est pas insurmontable. Donc je crois qu'on sera capable de faire des belles choses ensemble. Je suis persuadé que nous pourrons travailler ensemble, tous ensemble les 27, avec comme objectif de pouvoir améliorer sans cesse les conditions de vie de notre territoire. Un territoire vivant, comme se plaisait à dire notre regretté président de la communauté de communes de la Dombe, Michel Girel. Un territoire vivant, c'est-à-dire un territoire où l'on peut habiter, travailler et se divertir. Je pense que cet objectif-là est un objectif que l'on peut, au-delà de toutes les différences, au-delà de tous les positionnements et divers clivages qui peuvent exister, converger dans ce sens-là. Nous avons la chance de vivre dans une commune qui possède de nombreux atouts. Alors bon, on a des transports, on a des écoles, on a des services, mais Villars est d'une ville centre, bien située, et ça, je crois qu'il faut pouvoir le valoriser. La démographie régionale apportera inévitablement d'importants changements dans les prochaines décennies. Il faut s'y préparer, que ce soit à Villars ou plus généralement les communes centres comme Châtillon, comme Villars, comme Saint-André, Chalamont également, doivent porter et développer le projet de territoire qui a commencé à se mettre en place, sans oublier les communes d'une taille plus modeste qui nous entourent. Nous ne serons pas toujours d'accord sur tout, c'est une évidence. Nous sommes un groupe de 27. Mais l'essentiel, c'est que nous puissions, par notre diversité, apporter et avancer sur les projets. Et sachant que la diversité est toujours porteuse de progrès, et je compte bien sur la solidarité de chacun pour arriver à ce que ce mandat soit un mandat réussi. Et évidemment, un mandat réussi pour un territoire maîtrisé par nous et un territoire sur lequel il fait bon vivre. Gardons à l'esprit que nos réflexions, nos décisions, nos actions doivent être tournées dans un seul but, c'est notre engagement commun pour la commune, sa population et pour la communauté de communes de la Dombe. Je vous remercie encore et je vous dirai pour terminer, allez maintenant au boulot, messieurs, dames. Merci pour votre attention. Donc, avant de procéder à l'élection des adjoints, il convient d'en déterminer le nombre. Le Code général des collectivités définit que le nombre maximum d'adjoints est limité à 30% de l'effectif du conseil municipal. Donc 30% de 27, ça fait un peu plus de 8. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de fixer le nombre d'adjoints au maire à 7. Sur cette proposition, eh bien, je demanderai de voter. Qui est contre le fait de désigner 7 adjoints?
Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité, moins 4 abstentions, c'est-à-dire les 3 plus le pouvoir. Nous allons donc à présent pouvoir procéder à l'élection des adjoints. Je vous rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret, comme on vient de le faire pour le maire, à la majorité absolue, sans panachage au niveau préférentiel, parmi les membres du conseil municipal. Alors, il peut y avoir des listes. Effectivement, il y a une liste que je peux vous proposer et que M. Maréchal va vous présenter. Mais également, y a-t-il d'autres listes qui souhaitent aujourd'hui se présenter? D'après ce que j'ai cru comprendre, il n'y en a pas d'autres. Donc, François, je te laisse la parole pour présenter la liste de candidats. Présenter donc la liste des adjoints. Donc, sous le vocable Villars en Action 2020, c'est avec beaucoup de joie de retrouver des collègues, mais aussi d'accueillir les nouveaux. C'est aussi la force de changement, de nouvelles idées, de pouvoir exécuter. L'adjoint, il exécute beaucoup, mais il ne faut pas oublier, comme l'a rappelé Monsieur le maire, que les 27, c'est le conseil municipal, et du 27, des 27 doit jaillir différentes thématiques à aborder. Les adjoints sont plus des animateurs. Donc, je suis très content de donner cette liste d'adjoints. Donc, je vais vous en faire lecture. Donc, François Maréchal, premier adjoint délégué au développement urbain et à la culture. Isabelle Dubois, Madame Isabelle Dubois, deuxième adjointe, déléguée aux finances et au marché public. Troisième adjoint, M. Bielokopitov Mathieu, adjoint délégué aux affaires scolaires et à la jeunesse. Quatrième adjoint, Madame Martha Amandine, adjointe déléguée à l'action sociale. Cinquième adjoint, M. Moicon Michel, adjoint délégué à la sécurité et aux relations avec les associations. Sixième adjoint, Madame Véronique Perrol, adjointe déléguée à la communication. Septième adjoint, M. Éric Jacquin, adjoint délégué à l'environnement, au bâtiment et à la voirie. Je vous propose de cette liste Villars en Action 2020.
Bilan en action. Liste de bilan en action. Bilan en action. Bilan en action. Bilan en action. Blanc. Bilan en action. 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 Blanc. Bilan en action. Blanc. Bilan en action. 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 Bilan en action, 23 voix, bulletin blanc 4. Bien. Donc, la liste Villars en action et les adjoints donc élus avec 24 voix pour, 23 pardon, et 4 abstentions. Bien, je souhaite inviter les adjoints qui viennent d'être élus à l'instant de venir, je dirais ici peut-être pour la photo, et puis vous allez revêtir votre écharpe tricolore, mesdames et messieurs. Et bon, pour M. Maréchal, on prendra la plus grande évidemment et la plus large. Et voilà, donc messieurs et mesdames les adjoints, je vous invite à venir ici, revêtir votre écharpe. Et j'invite évidemment la presse et ceux qui souhaitent prendre des photos. C'est bon. Merci.
pense que devant c'est mieux, non? Devant c'est mieux. Pierre, devant c'est mieux, comme ça, les femmes. Voilà, si vous voulez déjà. Ouais, parce que comme ça, enlever le masque, s'écarter un peu. Alors, le masque. Tu veux la remettre à chacun ou tu penses la mettre? On va remettre à François, d'abord les dames. Tu as bien raison, on recommence au là. Oui, j'ai pris une grande. C'est bon. Ensuite, Mathieu, troisième adjoint. Mathieu, je suis désolé, je te mets un truc qui est pas joli. Ah oui, il est joli. Elle est nouvelle celle-là. Vous les avez pas trouvés, Vincent? On ne l'a pas trouvé. Voilà. C'est pas moi. Oui. Voilà. Ensuite, pour... Non, et pour le mettre au nouveau, moi je peux mettre. Amandine. Allez, Amandine. C'est chaud. Sur le droit, Non, on n'est pas comment elle est là. on va faire comme ça. On va les bouger. Voilà. C'est bien, c'est qu'elle a voté là. Parfait. Ensuite, oui. Oui, pareil, pour le droit, c'est un peu fragile. Voilà. Allez, à toi. Je vais te mettre à la bonne épaule. C'est toujours le même problème. Je vais y arriver. Et Michel. Voilà. L'épaule droite. J'aurais mis la mettre sur l'épaule gauche, mais ça ne se fait pas. On ne peut pas faire ça même. Je vais détourner. Vous allez où? Michel? Enlevez les masques. Ouais, un petit peu ça. Ouais. François, vous êtes dedans? François, il Isabelle, personne. mais au milieu. On est chez vous. Capez-vous un peu. Les distances, les distances. Voilà, stop. Ah, voilà. Voilà. Je peux pas faire pour tous les photographes. Il y a un obstacle. Pour lui, puis après, ce sera pour moi. Merci. C'est bon, merci. Merci. J'ai changé d'équilibre, je vais essayer la Il y a
Nous allons continuer l'ordre du jour avec la note numéro 6, la charte de l'élu local. Donc chaque conseiller a reçu la présente charte ainsi que les dispositions législatives relatives au Code général des collectivités territoriales. Vous avez également reçu le texte qui a été édité par l'AMF de l'élu local. Donc c'est un document qui couvre un certain nombre de questions que vous allez vous poser en tant que nouvel élu. Donc la charte de l'élu local, c'est quelque chose de très simple, mais qui trace, je dirais, l'attitude et le bon comportement de l'élu pendant le cours de son mandat. Donc tout d'abord, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Enfin, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà cette charte que je vous invite à méditer et à vous faire voter. Le point suivant et dernier concerne la délégation du Conseil au maire. Considérant que pour faciliter la bonne marche de l'administration communale, il convient de donner au maire une partie des délégations qui sont prévues par l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Alors, le conseil municipal, par délégation, charge le maire pour sa durée de son mandat, tout d'abord, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Ensuite, de fixer les tarifs des droits de voirie, du stationnement, de dépôt temporaire sur les voies ou autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. De procéder dans la limite de 700 000 € par emprunt à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées aux articles indiqués dans cet article 16, 18, 2 et 22, 21-5-1 sous réserve de disposition C du même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. De prendre toutes les décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres d'un montant inférieur à 90 000 € hors taxe, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du loi des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans.
La présente délégation s'applique aux biens mobiliers et immobiliers appartenant à la commune. Elle s'étend aux avenants, à la reconduction, aux non-reconductions, à la résiliation des contrats ainsi définis, sans toutefois porter leur durée au-delà de la limite des 12 années. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. La présente délégation s'étend aux éventuelles demandes de conversion et de renouvellement de concessions existantes, d'accepter les dons et legs qui ne sont pas grévés, ni de conditions, ni de charges, de décider l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires et huissiers de justice, experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux de France Domaine le montant des offres de la commune à notifier ou d'exproprier et de répondre à leur demande, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application du document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis dans le code de l'urbanisme, dans ce même code pour les zones UAU du PLU. La présente délégation entraîne l'autorisation de signature de l'acte authentique afférent, de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas suivants: l'ensemble des juridictions administratives, tant en première instance qu'en appel ou en cassation, en excès de pouvoir comme en plein contentieux, au fond comme en référé. L'ensemble des juridictions judiciaires, tant en première instance que par voie de l'appel ou de la cassation, et notamment pour se porter partie civile par voie d'action ou d'intervention et faire prévaloir les intérêts de la commune devant les juridictions pénales, les juridictions spécialisées et les instances de conciliation, et contester de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux à concurrence de 3 500 € par sinistre, de donner, en application de l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local, de signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L 314-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté, et de signer la convention prévue qui précise les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. Le plus, pour simplifier. De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 700 000 € par an. D'exercer ou de déléguer en application de l'article L 214-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune, dans toutes les zones UAU du PLU, un droit de préemption défini par le même article. D'exercer au nom de la commune le droit de propriété défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du Code de l'urbanisme, ou de déléguer l'exercice de ce droit en application du même article dans les zones U au PLU. De prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation des diagnostics d'archéologie préventive qui peuvent être inscrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre, les associations d'élus typiquement. De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions pour tous les projets d'investissement inscrits au budget. Et enfin, de procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification de bâtiments et de biens communaux. Eh bien, avez-vous des remarques là-dessus? Bon, c'est un petit peu dense, je vous l'accorde. Là aussi, je vous laisse digérer
ces délégations qui sont accordées au maire. Et s'il n'y a pas de... Y a-t-il des remarques là-dessus? Donc s'il n'y a pas de remarques, je vous demanderai de m'autoriser sur la durée du mandat pour les délégations que je viens de vous citer. Je précisais que, conformément au Code général des collectivités territoriales, les délégations du conseil municipal accordées au maire pourront faire l'objet d'une délégation de fonction et de signature par arrêté à un adjoint ou excusez-moi, je me note, ou à un conseiller délégué. Justement, cette note relative au conseiller délégué. De préciser que conformément à l'article L 22-17 du Code général des collectivités territoriales, les compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l'objet de l'intervention de l'adjoint dans l'ordre du tableau en cas d'empêchement du maire. Et en cas d'empêchement du maire, eh bien, le tableau, on prend la ligne suivante, en cas d'empêchement de l'adjoint suivant, et ainsi de suite, jusqu'à épuisement. De préciser que les subdélégations s'entendent à la délégation de signature, et donc, pour finir, de préciser que les décisions prises par le maire dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi délégués feront l'objet de toutes les mesures de publicité, de notification et transmission légale et réglementaire auprès de la commune. Voilà. Donc je vous invite à présent à passer au vote pour les délégations. Donc qui est contre? S'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité, moins 4 abstentions. Alors, ainsi s'achève l'ordre du jour. J'aurai des informations à vous transmettre, néanmoins. En fait, finalement, je suis très heureux que enfin, la démocratie locale reprenne ses droits, parce que c'est une bonne chose. Ça fait 2 mois après l'élection qui se sont écoulés. Et aujourd'hui, je crois qu'il est important que l'on reprenne contact et qu'on commence à travailler ensemble. Il est urgent pour cela de le préciser. Dès à présent, je voudrais vous indiquer la date du prochain conseil municipal, donc qui sera le 16 juin. Donc le 16 juin, on en profitera pour constituer les diverses commissions et puis également de préciser que ce jour-là, un conseiller municipal délégué sera nommé, puisque ce n'est pas à l'ordre du jour de la première séance, mais lors de ce jour-là, il y aura donc un conseiller municipal délégué qui sera nommé. Je m'étais déjà engagé là-dessus lors de la campagne des élections municipales et je tiens mes engagements à 100%. Alors comme information, vous savez que depuis les 2 mois qui ont passé, ça a bougé quand même à Dinard, même si beaucoup de gens ont été enfermés chez eux. La première des choses qui nous sont tombées dessus, excusez-moi l'expression, c'est eh bien, on a eu le droit à une belle explosion du bureau de poste. Donc ce bureau de poste, c'était une attaque du DAB, du distributeur automatique de billets. Et cette attaque, évidemment, s'est soldée pour les malfaiteurs par un échec, mais malheureusement par des dégâts extrêmement importants au niveau du bureau de poste. Alors je voulais quand même vous informer de ce qu'il en était, parce que nous avons très rapidement fait intervenir un expert pour faire un diagnostic du bâtiment. Et ce diagnostic bâtiment, malgré les dégâts impressionnants, eh bien, les dégâts sont finalement peu significatifs sur les infrastructures, ce qui est quand même rassurant. Les murs porteurs et planchers ont peu souffert du souffle de l'explosion. En l'état, il n'y a aucun risque d'effondrement des murs et des planchers. Et donc, lorsque la situation sanitaire ira mieux, nous pourrons réintégrer le bâtiment de la mairie pour tenir les conseils municipaux sans risque d'effondrement. Je tiens à vous rassurer. Par contre, évidemment, il faudra prévoir la reprise complète des cloisons, du doublage. Il y a effectivement quelques travaux et quelques enlèvements avec une nacelle élévatrice
de petits gravats qui pourraient éventuellement tomber sur la voie publique, mais ça, cela va être... Une partie a été faite, et donc rassurez-vous, aujourd'hui, il n'y a plus de risque important pour la population, donc ça a été circonstancié. À terme, la réfection de la façade devra être envisagée, mais bon, ça, je crois que Madame l'adjointe aux finances saura nous dire en temps et heure qu'est-ce qui est adapté pour ça. Je tiens aussi à rassurer, parce que vous savez que les bruits courent toujours, la direction régionale que j'ai contactée de la Poste ne prévoit évidemment pas la fermeture du bureau, mais sa réhabilitation complète, après les interventions de tous les experts et assurances de tout poil. Voilà, donc ça c'était le premier point. Évidemment, pendant toute cette période, nous avons continué à travailler, et l'action sociale a justement été très active, puisque il fallait s'enquérir de la situation des personnes les plus fragiles, des personnes isolées, des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées. Nous avons donc pu réaliser des enquêtes et leur proposer un accompagnement, et ça grâce à des élus de l'ancien mandat et également des bénévoles. Donc Stéphanie, si tu voulais en dire quelques mots, puisque tu as été pilote dans cette affaire pendant le confinement, je t'en remercie par avance. Comme Pierre disait, vous l'avez vu d'ailleurs, je pense, par le Facebook, Internet, bref, on a mis en place un numéro d'appel pour les personnes vulnérables, isolées, alors pour diverses actions, pour faire la course notamment, et pour passer des appels aussi, pour rompre un petit peu cet isolement. Voilà, il y a plusieurs personnes, donc on a eu plus d'appels, plus de demandes d'appels, en tout cas pour rompre l'isolement, que pour faire les courses, ce qui est plutôt positif, puisque ça veut dire que les gens s'entraident entre eux, on a la famille qui soutient autour, donc c'est plutôt bien. Voilà, donc je remercie les élus et les membres du CCS qui ont participé à ça, parce qu'il faut venir aussi pour aller faire des courses, pour sortir et faire le lien avec les gens, c'est positif. Également, du fait qu'on n'était pas certain que tout le monde ait l'information, principalement les personnes âgées, on a contacté par téléphone toutes les personnes de 85 ans et plus d'ardoise. Donc ça prend énormément de temps, que ce soit pour les recherches et pour les appels téléphoniques. Donc encore une fois, je remercie les membres du CCS, de l'ancien CCS, et les élus qui ont participé à cette action-là, puisque c'est extrêmement lourd. On a mobilisé toutes les associations sociales du coin, également pour retrouver les numéros de téléphone, puisqu'il n'y a pas de base qui existe à ce jour. On s'est constitué un petit peu notre base, ce qui prend énormément de temps. Également, le CCS a alloué des chèques allocation personnalisée. Donc habituellement, on le fait à destination des Villardois. Là, on est un petit peu plus loin, parce que le second catholique local nous a sollicité pour le faire sur le territoire un peu plus large que les autres communes. Les autres CCS du coin n'ont pas ce dispositif-là. Et beaucoup de personnes se trouvaient dans ces périodes de crise. Donc on leur a apporté un petit peu un soutien financier dans ces temps-là. Et également, pour la maison de retraite publique, on a financé un certain nombre de prestations musicales à destination des résidents de l'EHPAD. Merci Stéphanie pour ces précisions. Ensuite, évidemment, il fallait absolument redémarrer cette école. Donc l'école, c'est la deuxième activité qui a occupé beaucoup les élus et les services, parce que c'était pas simple. Et puis les informations arrivaient du ministère compte-gouttes. Donc vous imaginez que la reprise d'une école avec des informations qui arrivent 3 jours quasiment avant le redémarrage, ça vous demandait que l'on s'y prépare. On avait un certain nombre d'informations, mais pas tout. Donc cette reprise partielle de l'école, elle a eu lieu le 14 mai. Après 2 jours de pré-rentrée, elle s'est très bien passée. Donc on a accueilli d'abord les classes de grande section de maternelle, les CP et les CM2. On a ouvert le périscolaire et on a ouvert également la restauration. Je tiens à féliciter et à remercier les personnels, les enseignants surtout, les personnels techniques, les directrices d'établissement de la commune qui ont vraiment travaillé pour que cette reprise se passe sous les meilleurs auspices. Alors, il n'y a pas eu de mauvaise surprise, et ça c'est très rassurant. Dans une semaine, par contre, nous allons avoir un redémarrage de l'école élémentaire un jour sur 2, mais alors cette fois-ci avec toutes les sections. Là, nous sommes aussi optimistes pour ce redépart. Je
crois que c'est une bonne chose qu'une partie des enfants reviennent. Évidemment, on n'a pas une capacité d'accueil avec les règles qui nous ont été imposées d'accueillir tous les enfants, mais on va avoir un nombre d'enfants quand même important à partir de la semaine prochaine et on sera en capacité de continuer aussi à offrir des services de périscolaire, de restauration méridienne et évidemment d'accueil scolaire. Donc Mathieu, je voulais te passer la parole, si tu veux préciser effectivement ces choses-là qui ont demandé un gros travail collectif pour permettre à ce que les enfants reviennent dans de bonnes conditions à l'école. Oui, je vais préciser un petit peu, c'est déjà bien complet. Donc, comme Pierre vous l'a rappelé, donc 2 phases. On approche la fin de la première phase qui se terminera vendredi pour démarrer la deuxième phase au 2 juin, mardi prochain. Donc sur la maternelle, je vais vous donner quelques chiffres. Sur la période du mois de mai, on a accueilli 37 enfants, une grande section, sur un effectif de 86. On attend pour le mois de juin environ entre 50 et 55 enfants. On a encore quelques incertitudes. Ces chiffres sont hors enfants des personnels soignants et dédiés à la gestion de crise, qui est un groupe à part. Sur l'élémentaire, on a accueilli à peu près 40 enfants par jour, ce qui fait 80 enfants au total, entre les CP et les CM2. On attend à partir du mois de juin environ 150 enfants au jour, c'est-à-dire pas loin de 300 au total, sur un effectif de 370. Voilà. Les enfants des personnels mobilisés sont accueillis dans les écoles par des groupes distincts sur cette période-là. Ils risquent d'être mis dans leur classe sur la période du mois de juin pour plus de régularité pour eux. Le périscolaire, alors très peu d'enfants accueillis sur les temps périscolaires. Néanmoins, on a un nombre d'animateurs conséquent car on respecte la règle du non-brassage. C'est-à-dire que les animateurs sont présents dans les classes et les enfants ne bougent pas. À l'heure actuelle, on ne regroupe pas les enfants, même si un enfant est seul à être en périscolaire dans sa classe, là, il est seul avec son animateur, pour ne pas brasser. On n'a aucun accueil de fait le mercredi, non pas parce qu'on ne peut pas le faire, c'est parce qu'il n'y a pas d'inscription pour l'instant. Donc pas de périscolaire le mercredi, mais dès qu'il y aura des inscriptions, on sera à même de le faire. Et on s'occupe des arrivées, des parcours scolaires et de tout ce qui va avec au temps méridien. Le temps méridien, on accueillera les enfants en 2 services pour l'élémentaire. Si les 2 services dépassent 32 enfants, les services se feront ici, à la salle des fêtes, pour ne pas avoir à faire 3 ou 4 services dans le restaurant scolaire. Mais tout se fera ici pour les enfants de l'élémentaire. En maternelle, on n'a pas de problème, il y a la place et on fait 2 services pour les 50-55 enfants qu'on devra accueillir. Donc tous nos agents sont mobilisés au travail. Les animateurs du centre de loisirs sont aussi présents pour épauler sur le temps périscolaire. C'est à peu près tout. Voilà, si vous avez des questions, je vous écoute. Merci Mathieu. Moi, je voulais simplement dire quelque chose, notamment pour l'adjointe sociale partante, qui a été sondée dans cette période par l'adjointe sociale rentrante, et féliciter la partante pour son engagement dans des conditions un peu compliquées, tout en voyant petit à petit un autre choix, l'idée de passer à autre chose. Donc merci Stéphanie, même si quelquefois des échanges plus musclés. Je pense qu'il faut applaudir Stéphanie qui a fait vraiment un super travail. Pour la collectivité, on sait qu'on peut compter sur elle. Elle sera un peu moins disponible, mais je sais qu'elle sera là. Voilà, tout le temps. Merci Stéphanie. Alors, il était aussi important que la collectivité puisse
puissent participer aussi à la relance de l'économie et donc puissent participer à la relance de la commande publique. C'est ce que nous avons fait dès que nous avons pu en relançant les travaux de l'assainissement sur les quartiers est de Villars. Donc effectivement, les entreprises ont repris le travail et ça c'est, je trouve, important qu'aussi on puisse relancer les intervenants. On est des acteurs majeurs de la commande publique et de l'économie nationale, donc voilà, il ne fallait pas attendre le calendrier grec pour prendre des décisions, ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, les entreprises ont repris, alors effectivement avec les contraintes sanitaires qui leur sont imposées, dans le BTP, effectivement, il y a des contraintes qui ne sont pas faciles, mais voilà, on peut être fier de cela. Alors, pendant la période aussi, on a beaucoup bataillé pour protéger les uns et les autres. Donc protéger, ça voulait dire, les moyens, c'était trouver des éléments de protection, des masques. Alors, je peux vous dire que ça a été un grand moment, tout au long de cette période, pour arriver à en avoir un certain nombre. Alors, eh bien, on s'est quand même fédéré aussi avec les collectivités du département, avec le soutien fort de l'Association des maires de France, 01, qui a été omniprésente. Mais la difficulté, c'est que les chemins de distribution n'étaient pas forcément les plus huilés, si je puis dire. Donc ça a été très compliqué. On a pu également commander les masques sur le budget communal, des masques que vous avez autour du museau ce soir. Et ça a été réalisé dans une fenêtre de temps très rapide, ce qui nous a permis de faire une distribution en porte-à-porte le 8 mai. Le 8 mai, on a distribué chez tout le monde, à part évidemment forcément toujours quelques petits loupés individuels, mais ça nous a permis de constituer une base d'information sur la composition des foyers pour pouvoir, très prochainement, et ça avant le 2 juin, c'est-à-dire de pouvoir distribuer les masques de la région. Donc le président de la région, M. Vauquier, a donc souhaité que chaque Rhône-Alpin, Auvergnat Rhône-Alpin, puisse disposer d'un masque. Eh bien, il a tenu ses engagements, c'est exceptionnel, c'est la seule région de France qui a fait ça. Et aujourd'hui, il a donc commandé 8,5 millions de masques pour un montant total de 35 millions d'euros. Donc c'est des masques de haute qualité, aux alentours de 4 € unité, vous pouvez faire le calcul. Et ça, on peut vraiment féliciter M. Vauquier parce que c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Les communes ont été dotées au fur et à mesure, c'est-à-dire en commençant d'abord par les plus petites communes. Et vendredi dernier, les plus grosses communes ont récupéré leur dotation dans le département. Et nous allons donc, maintenant, sur la base de ce que nous avons pu constituer lors de la distribution des masques communaux, distribuer, cette fois-ci dans les boîtes aux lettres, le nombre exact de masques pour chacune des familles. Voilà, je trouve que c'est extrêmement important de pouvoir continuer, dans le cadre de cette crise sanitaire, de pouvoir continuer à aider la population. Et nous allons le faire très rapidement. Ces masques, je le tiens à le préciser, ils ont une durée de vie de 50 lavages garantie. Alors peut-être plus, je ne sais pas, mais au moins cette valeur-là garantie. C'est vraiment un produit d'excellente qualité. Et je ne saurais qu'inviter tout le monde, évidemment, à les porter. Alors vous direz, le maire n'a pas mis son masque, donc parce que je parle de façon un petit peu continue depuis tout à l'heure, et effectivement ce n'est pas très pratique, mais dès que nous approchons les uns des autres, nous remettons systématiquement nos masques. Ceci dit, pour les masques, j'ai également pris hier un arrêté d'interdiction d'accès au marché hebdomadaire sans masque. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas de masque pour aller au marché, eh bien vous êtes refoulé. Voilà, soyons clairs, à partir d'aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que les conditions sanitaires évoluent. On a fait de la pédagogie ce matin et je crois que cette pédagogie a porté ses fruits, à part peut-être une ou deux mauvais coucheurs qui ont protesté, qui ont dit de toute façon je ne mettrai jamais de masque. Écoutez, je crois que c'est un succès parce que la pédagogie avec cette interdiction fait qu'on est là pour protéger notre population, pour qu'elle puisse justement continuer à vivre dans de bonnes conditions.
et éviter cette maladie. Voilà. Je voulais également vous tenir informé au niveau du retour progressif du fonctionnement des services municipaux. Évidemment, au début du confinement, on a été obligé de fermer l'accès aux bâtiments municipaux. Tout d'abord, vous avez compris, pour des questions de sécurité, c'est-à-dire tant que le diagnostic du bâtiment n'avait pas été fait, puisque c'est arrivé quasiment au tout début du confinement, cette explosion. Dès qu'on a eu les garanties que c'était possible, eh bien, on était rassurés en se disant, lorsque ça ira mieux, on pourra recommencer à travailler un petit peu sur site. Alors, je tiens à préciser que fin janvier 2020, lors d'un conseil municipal de l'ancien mandat, nous avions voté le principe de recours au télétravail. Je ne sais pas si c'était prémonitoire, mais voilà, et ça nous a permis, ça aussi, de mettre en place pour le service administratif et de s'organiser depuis le tout début du confinement pour continuer à assurer une grande partie des services. Alors, certains services ont été interrompus complètement. Il s'agissait de l'urbanisme et de la délivrance des titres d'identité. Bon, ça, c'était difficile de continuer à aller dans ce sens. Mais pour le reste, eh bien, le télétravail a permis de continuer à avancer et à traiter les dossiers. Il ne s'est pas cumulé dans la mairie une pile de courriers non traités. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le service social a continué à travailler. Stéphanie l'a extrêmement bien détaillé tout à l'heure. Et pendant ce temps, nous avons également profité pour nous doter de nouveaux outils de communication bon, je pense que tout le monde est au courant de ces outils, l'INUAP en particulier, et d'un outil de visioconférence que nous avons acheté et qui devrait peut-être, eh bien, au cours de notre mandat, nous permettre de réaliser certaines réunions en visioconférence, même au-delà de la pandémie. Parce qu'effectivement, on peut trouver un intérêt à travailler avec ces outils de communication. Alors, il ne s'agit pas de faire toutes les réunions en visio, mais parfois, ça peut arranger un certain nombre de personnes sur une thématique donnée, ou par exemple, une commission où les membres de la commission ne sont pas physiquement tous disponibles, mais on peut se connecter et puis se rencontrer, discuter et travailler. Voilà, donc ce sont des outils qui aujourd'hui sont dans notre giron et que nous allons pouvoir utiliser de façon permanente. L'outil de communication INUAP qui permet à la fois de faire de l'information descendante et montante, de mettre à jour les pages Facebook, de mettre à jour le site internet, c'est vraiment un outil qui nous a beaucoup apporté et qui nous a permis d'assurer aussi auprès de la population, de leur montrer qu'on était présent et qu'on continuait à s'intéresser à eux. Pendant cette période-là, les services techniques, eux, ont travaillé en mode alterné avec des équipes fixes, des horaires décalés pour que les équipes ne se croisent pas, mais ils étaient aussi en effectif réduit pendant une partie du confinement. Aujourd'hui, la mairie redémarre depuis une bonne semaine avec, je dirais, avec un mode de fonctionnement toujours un petit peu dégradé. Par contre, les services techniques sont aujourd'hui opérationnels en intégralité, donc 100% du personnel en deux groupes avec les horaires décalés sur du plein temps. L'accueil pour les titres d'identité ne se fait pas, se fait uniquement sur rendez-vous depuis cette semaine, donc ça a redémarré. Les instructions d'urbanisme ont également redémarré sans pour autant qu'il y ait de visites et de rendez-vous physiques pour l'instant. Mais les instructions ne sont pas en souffrance. On a eu effectivement une période où les actes étaient bloqués, le travail a été effectué et donc aujourd'hui on revient à peu près sur un régime quasi normal au niveau de l'urbanisme. François, si tu veux préciser quelques points par rapport à ça, il y a eu le gel par rapport à la directive de l'État, c'est-à-dire tout ce qui est traitement des actes, instruction a été gelé pendant quelques temps. Donc, le fonds a été repris notamment par l'investissement de Vincent et de Marie-Pierre. À noter quand même, pour l'information, au niveau RH, ce qui a été décidé au niveau de la collectivité, c'est que les personnes sensibles à risque, bien entendu, sont retournées à la mairie
réseau. C'est-à-dire que les personnes à risque ont bien été prises en compte. Aujourd'hui, le traitement repart. Le service ADS au niveau de la communauté de communes n'a pas arrêté. C'est un peu différent, mais pas tout. Merci François. Et puis enfin, l'accueil général que l'on a connu par le passé va se faire à partir de la semaine prochaine sur plusieurs demi-journées, c'est-à-dire que ce ne sera pas une ouverture complète. Vincent, vous pouvez préciser à l'Assemblée, s'il vous plaît, l'organisation en termes de jours pour partir de la semaine prochaine? Oui, bien sûr. L'accueil du public a recommencé cette semaine sur rendez-vous uniquement sur réactivation du service passeport carte d'identité, puisque durant 2 mois, une centaine de rendez-vous ont été annulés, et puis nous avions en instance une centaine également de titres à remettre. Donc nous avons commencé à épurer tout ça. Donc le service passeport carte d'identité reprend en demi-journée uniquement sur rendez-vous. Cette semaine, nous avons également recommencé à ouvrir également sur rendez-vous les autres démarches administratives, mais dès la semaine prochaine, ces autres démarches administratives seront accessibles sans rendez-vous sur des demi-journées, les lundis, mardis, jeudi et vendredi. Donc on aura des journées thématiques, on va dire, qui seront à la fois pour certaines consacrées au titre d'identité et d'autres demi-journées spécifiques consacrées aux autres démarches. Tout ça pour éviter et gérer un flux dans les locaux et s'adapter à l'organisation des équipes qui répondent à un protocole sanitaire validé par le CHSCT. Bien sûr, ces choses évolueront en fonction de la situation et en tout cas, on part sur ce protocole pour les prochaines semaines. Merci Vincent. Avant de terminer, je souhaiterais passer la parole à Isabelle Dubois, qui pourra nous donner quelques informations sur l'activité aussi au niveau de la communauté de communes qui, pareil, ne s'est pas endormie pendant 2 mois, bien au contraire. Oui, donc effectivement, la communauté de communes s'est tout de suite investie pour l'économie locale. Alors ça a été tout d'abord une annulation de loyer pour les propriétés dont nous sommes propriétaires, à savoir la maison de santé à Chalamont, l'hôtel d'entreprise à Châtillon-sur-Chalaronne et également un bâtiment Créatec à Saint-Trévier-sur-Moignan. Donc nous avons annulé les loyers sur les 3 mois de la pandémie, de mars à mai. Ensuite, la volonté a été aussi de protéger les salariés dès la reprise. Donc nous sommes engagés à acheter des masques pour l'ensemble des salariés des entreprises, que ce soit des petites PME, des artisans, des commerçants, mais également dans le domaine de la petite enfance et sans oublier les assistants maternels, puisque c'est vrai que ce sont un petit peu les parents pauvres, donc on y a également pensé. Donc on a fait un premier achat directement et ensuite il y a eu un achat conjoint avec le département de l'Ain. Et également tout récemment, en partenariat avec un tourisme, nous contribuons aussi à la mise en place de chèques loisirs. Alors on sait que les Français ne vont pas partir en vacances à l'étranger cette année. Et notre objectif, en fait, c'est de pouvoir faire connaître notre territoire de la Dombe à nos voisins, la Bourgogne, les Lyonnais. Donc il y aura une tombola qui sera mise en place début juin, je crois. Et donc les gens pourront venir en vacances chez nous et profiter de ces chèques loisirs au travers d'activités sportives, ludiques, mais également au niveau des restaurateurs. Donc c'est vraiment très important pour mettre en lumière notre beau territoire qui est la Dombe. Voilà. Merci Pierre. Merci Isabelle. Eh bien, nous arrivons donc au terme de ce premier conseil municipal. Donc je vous rappelle que la date du 16 juin, ici même, à 19h. Et donc je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée. Prenez soin de vous.